Bienvenue à ITV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui Abdoul Karim Gueye. Abdoul Karim Gueye, le directeur Sénégal de EIFER International. C'est une ONG qui travaille pour lutter contre la pauvreté et aider les populations les plus démunies. Ça tombe bien, cette émission intervient au moment où le Sénégal tient un sommet sur la souveraineté alimentaire. Monsieur Abdoul Karim Gueye, merci d'accepter notre invitation. Vous étiez au forum au sommet sur la souveraineté alimentaire. Est-ce que les questions qui ont été abordées là-bas sont concrètes? Oui, dans un certain sens, merci beaucoup aussi, M. Diop, de me recevoir dans votre émission. Et c'est vrai que sur le plan théorique, c'est des questions pertinentes qui ont été soulevées. Il y a des essais sur le plan pratique. Si on prend par exemple la question de l'inclusion des jeunes dans le secteur de l'agriculture, parce que comme vous le savez, la population africaine rurale est vieillissante. La plupart des jeunes quittent le milieu rural pour aller en ville et faire des petits métiers ou en tout cas aller en exode. Et donc il faut absolument rendre l'agriculture africaine attractive pour les jeunes. Donc essayer de faire des programmes qui insèrent dans le secteur agricole les nouvelles technologies. Bon, ça a été dit, la question aussi de l'accès des femmes à la terre aussi a été soulevée. Mais il y a une autre question, moi, qui me taraude, c'est la question des terres en termes de qualité des sols. Bon, ça a été abordé aussi par le ministre de l'Agriculture du Sénégal ce matin. Qui a commandité, en tout cas qui dit qu'il faut une cartographie des sols pour voir quels sont les types d'engrais qu'il faut. Comme vous le savez, le Sahel, et la qualité des sols, les sols au Sahel sont dégradés. Il y a une dégradation avancée des sols due à plusieurs facteurs. Mais ce qu'il faut, c'est des politiques ardues et des actions concrètes. En tout cas, pour faire qu'il y ait une restauration des sols, non seulement agricoles, mais des sols pastoraux plutôt. La Covid, la crise ukrainienne, oui. A fait qu'aujourd'hui que l'Afrique a été frappée de plein fouet par une crise alimentaire. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience des Africains et de l'élite africaine, des dirigeants africains, qu'il faut que l'Afrique compte sur elle-même pour nourrir sa population? Mais M. Diop, moi, ce qui m'étonne, c'est que bon, on soit à la merci. Bon, c'est sûr qu'il y a la question de la résilience, elle doit être une question, disons, qui est débattue, etc. Et que bon, les questions qui se posent dans le monde nous interpellent, mais il ne faudrait pas attendre à ce qu'il y ait la Covid, la crise ukrainienne, etc. pour dire que bon, nous, Africains, nous devons nous réveiller, quoi. Hein? Je pense que ça, c'est, comme disait quelqu'un, un bon père de famille est celui qui se préoccupe de la nourriture de sa famille. Alors, les chefs d'État doivent se préoccuper de la nourriture de leur population, de l'alimentation de qualité et en quantité suffisante. Donc, nous n'aurions pas besoin qu'il y ait une crise ukrainienne, entre guillemets, une crise qui ne nous concerne pas trop, dans une certaine mesure, pour nous rendre compte que bon, nous, on n'a pas suffisamment, en tout cas pour nos populations. Oui, vous parlez tantôt des jeunes qui ont quitté les villages pour les villes, en laissant les terres en jachère. Oui. Les populations sont vieillissantes. La pauvreté frappe de plein fouet le monde rural. Oui. Vous travaillez justement dans comment aider les gens à sortir de la pauvreté. Oui. Quelle est votre stratégie? Donc notre stratégie est articulée sur deux grands boulevards, disons qu'on peut dire deux piliers principaux. C'est le développement du capital social à travers ce qu'on appelle l'approche du développement communautaire holistique centré sur des valeurs qui sont des valeurs de développement durable,
qu'on peut partager avec les communautés, comme la transparence, la participation, la prise en compte des besoins réels et, disons, la solidarité, le passage du don qui est notre cœur de métier, et puis le développement des marchés. Parce qu'il nous faut, nous, notre mission, c'est de lutter contre la faim et la pauvreté en prenant soin de la terre. Donc nous avons lutte contre la faim et la pauvreté, mais nous avons aussi protection de l'environnement et comme disent certains collègues aussi, restauration des espaces dégradés. De façon concrète, comment sortez-vous une famille de la pauvreté? Alors, nous, de façon concrète, nous entrons par les familles. Comment? Et nous avons, disons, une approche qui est aussi basée sur 4 piliers principaux. Le premier pilier, c'est l'identification des meilleures opportunités de chaîne de valeur. Quand nous arrivons quand nous faisons le diagnostic, nous regardons pour voir quelles sont les opportunités, les chaînes de valeur qui sont plus opportunes pour les populations. Ça peut être des chaînes de valeur animales ou des chaînes de valeur horticoles ou les grandes cultures. Si on prend par exemple les chaînes de valeur animales, ce sont les espèces à cycle court qui sont, disons, promues, comme dans le Fouta, je vous expliquais tantôt, la volaille, les petits ruminants. Aussi, quand c'est dans le sud, on y ajoute le porc. Alors donc, le principe c'est, quand on est dans le village, les premiers actifs productifs qui sont des animaux ou des semences ou des connaissances qui sont mises à la disposition des premiers groupes, ces groupes-là s'engagent à passer les premiers produits à d'autres. Donc, je donne l'exemple, si je passe à Alassane, Alassane prend l'engagement solennel devant la communauté en présence des sous-préfets, des maires, etc., de transmettre les premières naissances à d'autres. Par exemple, si Alassane aujourd'hui est pauvre, vous le trouvez dans un village, vous lui donnez une chèvre, 2 chèvres. Voilà. Alassane travaille avec 2 chèvres, si les 2 chèvres ont des brebis ou ont des naissances, Alassane passe à Demba pour que Demba puisse aussi s'en sortir. Voilà, voilà. Et nous tenons compte des capacités des familles à prendre en charge l'élevage. Parce que si vous prenez par exemple des ladoum, pour donner ça à des pauvres, vous leur créez des problèmes. Oui. Donc on passe par ce qu'on peut appeler parfois le porte-monnaie des pauvres paysans, c'est la volaille. Et donc même si c'est les espèces locales, améliorer, on fait de l'amélioration aussi. J'élève des poules. Oui. Si les poules font des œufs, voilà. Il y a l'éclosion, ça a des poules. Oui. Je transmets ces poules à voilà, voilà. Si vous avez par exemple une dizaine ou une vingtaine de poules qui sont placées à votre niveau, une fois que, bon, avec tout un dispositif autour, hein, pour la santé, pour l'alimentation et pour l'amélioration aussi de la race, quoi. Par exemple, si on a les races locales, on met des coqs raceurs qui permettent d'améliorer la race. Donc, tout en gardant le goût, voilà, on fait le croisement. Donc, vous avez reçu 10 ou 20 poules. Et une fois que les poules, qu'il y a des poussins, vous les élevez jusqu'à un certain moment où ils auront la possibilité de pondre et vous les donnez à d'autres. D'accord. Et puis la chaîne se poursuit. Et ça aide réellement les familles à sortir de la pauvreté. Tout à fait. Et il y a un exemple, il y a plusieurs exemples. Il y a l'exemple qui est peut-être plus que j'ai l'habitude de citer, c'est l'exemple du village de Sila, qui est dans Sila Dionto, qui est dans des Mayo, dans la région nord, où nous avons fait un premier placement initial de 60 brebis. Et au bout de 5 ans, le village a pu avoir 450, le cheptel s'est développé avec 450 ovins. Donc, du fait que la communauté s'est organisée, on a donné des parcelles de terre pour faire des cultures fourragères. Oui. Les jeunes, certains se sont engagés dans la santé animale pour prendre en charge les soins de première ligne. Vous savez, c'est comme la santé humaine, donc tout n'est pas permis. Et un système de référencement aux vétérinaires, etc. Donc l'idée, c'est de développer le cheptel. Développer le cheptel de manière à pouvoir nourrir les gens
dans la communauté, mais aussi de garantir la vente, quoi. Par exemple, si c'est le mouton, on sait qu'il y a plusieurs familles qui s'en sortent pour les fêtes de Tabaski et pour les autres occasions aussi, quoi, parce que le mouton a une signification sociale et économique et culturelle dans notre pays. Mais comment faire comprendre aux jeunes, changer le logiciel, leur dire que l'agriculture, que l'élevage peut être un vecteur de richesse? Comment le faire changer la mentalité? Alors, il y a plusieurs façons pour nous de le faire. La première, c'est qu'il faut des champions. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, quand nous plaçons des semences horticoles ou des semences de grande culture au niveau de jeunes que nous accompagnons, et ces jeunes-là commencent à se développer et montrent l'exemple. Et nous avons dans le Thiénaba et ailleurs un peu partout, où les jeunes de même génération, et même pour le mouton et la volaille, de même génération, voient que ceux qui sont restés au village sont en train de s'en sortir. Alors donc ils reviennent et c'est comme ça qu'on le multiplie. L'autre chose, c'est que nous développons un prix qui s'appelle AUT Africa. Alors AUT Africa, nous avons mené une recherche dans 11 pays d'Afrique qui a révélé qu'il y a à peu près 20% d'insertion de nouvelles technologies, l'utilisation du téléphone, des drones, etc. Et voilà, le digital. Et donc on s'est dit, on va appuyer les startups, hein, on va aller dans les universités, on s'ouvre aussi à d'autres jeunes, on regarde dans les incubateurs et on lance l'année dernière, donc quand on a lancé le concours, il y a eu 3 primés, dont 2 jeunes filles. La première avait un projet qui s'appelait Sortilement. Et le projet Sortilement, pour nous, c'était un projet qui est très attractif parce que la fille a inventé un système pour arroser les plantes à l'aide de capteurs et de son smartphone, dans son téléphone. Et un peu, donc si vous prenez le champ qui est réparti en plusieurs parcelles, et vous savez que selon les spéculations, la quantité d'eau varie. Donc on peut demander au système, mettez-moi telle quantité d'eau sur telle parcelle, mettez-moi telle autre quantité sur telle parcelle, etc. Ça peut être valable aussi pour les industriels. Et le coût est de 60 000 francs. Et donc cette fille-là a été primée, elle a eu le premier prix à 6 millions. L'autre, qui avait un autre projet qui s'appelle Kanadiak, est un projet d'accélération de la fabrication du compost. Parce que, bon, c'est vrai que les engrais, on ne peut pas du jour au lendemain dire qu'on va arrêter de mettre les engrais, mais il faut progressivement enlever le compost. Voilà, mettre le compost, en tout cas, l'agroécologie. Et cette fille-là a inventé une machine à accélérer le compost. Au lieu de 1 mois et demi, etc., c'est une dizaine de jours qu'elle fabrique le compost. C'est une machine avec le solaire. Est-ce que derrière ces projets, il y a eu un engouement industriel? Il y a eu des gens qui ont investi pour aider à ce que ce projet-là soit fait de manière industrielle? Voilà, la première année, à vrai dire, on a lancé ça sans regarder de trop comment est-ce que la suite. Mais on s'est rendu compte tout de suite à la fin du concours qu'il fallait faire le suivi. Et nous nous sommes connectés avec d'autres partenaires maintenant pour travailler sur les questions de formation, d'accompagnement, de développement de l'entreprise, mais aussi de mise en contact avec des structures financières. Donc ce sont ces 2 approches que nous avons. Une, passer par les champions pour démontrer le possible et voir l'attractivité. Et l'autre chose, c'est de pousser les jeunes innovateurs de manière concrète à développer des solutions attractives pour l'agriculture, la transformation de l'agriculture. L'Afrique doit se nourrir elle-même. Alors nous ne cessons de le dire depuis des années, que l'Afrique doit consommer, doit produire ce qu'elle consomme. Nous avons plus de 60% des terres arables du monde. Nous avons de l'eau, nous avons du soleil. Hein?
Et donc, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est une volonté, peut-être politique et les financements bien orientés chez les gens. Parce que comme vous le savez, la lutte contre la pauvreté, un des défis majeurs, c'est comment faire le financement que arrive au réel. Que l'argent arrive réellement au principal. Voilà, ceux qui en ont le besoin. Oui. Ceux qui sont vraiment dans le besoin. Ceux qui sont vraiment dans le besoin et comment les accompagner à sortir de la pauvreté et non pas les surendetter en mettant des systèmes de crédit où ils vont aller demander ici, demander là, etc. Oui, on a vu aussi que dans le programme, vous avez le fait d'aider le Sénégal à avoir assez de moutons pour ne pas importer. Oui. À chaque Tabaski, chaque Korité, on voit le Sénégal importer des moutons qui viennent du Mali, de la Mauritanie. Alors qu'il y a une possibilité de le faire. Les Sénégalais aiment l'élevage. Tout à fait, tout à fait. Alors là nous avons eu, à l'issue d'une visite du ministre de l'élevage à l'époque, Madame Beng, et qui avait visité un de nos projets et qui a demandé à ce que les maires interviennent aussi dans le cadre du PRONAM, parce que le Sénégal a un programme qui s'appelle le PRONAM, le Programme national d'autosuffisance en moutons, qui est géré par le ministère de l'élevage. Et là, nous avons toujours travaillé en collaboration avec le ministère, mais cette fois-ci, ce sont les maires qui vont mettre la main à la pâte et nous visons 250 communes. Et comme vous le voyez, maintenant au Sénégal, il y a une tendance baissière. Maintenant, depuis quand même 2 ans, il faut dire qu'à la Tabaski, on peut voir quand on se promène dans les rues qu'il y a des moutons qui restent. Et donc les Sénégalais, parce que les Sénégalais aiment un certain type de moutons. Mais il ne faut pas viser uniquement l'autosuffisance. Il faut aller vers l'exportation, c'est-à-dire faire un produit, un mouton compétitif du point de vue de la production et pouvoir gagner d'autres marchés dans le monde pour qu'il y ait une réelle création de richesse pour le pays. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, et dans beaucoup de choses lutter contre la pauvreté, mais ils ne savent pas par où passer. Ils n'ont pas l'information. Oui, alors, pour ça, il y a plusieurs programmes qui sont là, mis en place par l'État. Nous ne sommes pas nombreux dans le secteur, les ONG qui s'occupent du développement du cheptel, de l'élevage. Et c'est pourquoi nous voulons venir vers les médias. Nous vous avons invités pour que le grand public découvre qu'il y a des organisations qui s'intéressent à ça, quand bien même elles ne sont pas encore nombreuses, et qu'en parlant de nos activités, l'État aussi a mis en place des fonds qui peuvent être accessibles pour les jeunes éleveurs. Et c'est comme ça peut-être qu'on pourrait, je ne voudrais pas faire la publicité, mais il y a des agences qui sont là. On dit que c'est difficilement accessible, mais il faut que les jeunes, rien n'est donné sur un plateau. Il faut se battre dans la vie pour s'en sortir. Vous savez, moi, quand j'entends des jeunes qui disent « ouais, j'ai pas de boulot », je suis un peu dérangé par le fait que, quand on regarde dans la rue le potentiel, il y a des jeunes qui viennent d'autres pays et qui se créent leur emploi ici, qui se frayent leur chemin. Et donc il y a une part de l'État. L'État ne peut pas donner du boulot. L'État crée les conditions pour que les gens puissent s'épanouir. Mais il faut, je pense que, comme disait l'autre, c'est depuis la maternelle, depuis l'école primaire que l'esprit d'entrepreneuriat, parce qu'il faut casser cette mentalité, cette façon de se projeter dans l'avenir à travers le fonctionnariat. Aller à l'école pour devenir fonctionnaire. Il faut que l'Afrique
Mais ça, il faut changer les curricula. Voilà. Il faut changer la Non, formation. il y a un travail dès le primaire. Tout à fait. Qu'on faut comprendre aux Tout jeunes à fait. qu'elles peuvent créer leur propre emploi dès le bas âge. Oui, oui, il y a vraiment, il faut un changement, il faut repenser les choses et intégrer les langues nationales, faire en sorte que les gens se développent à travers leur langue et qu'ils se, comme on dit, qu'ils se décloisonnent et qu'ils se libèrent, que l'intelligence sociale se libère à travers donc une éducation qui, dès le bas âge, permet aux jeunes de pouvoir aller très vite. Hein. Bon, je ne veux pas dire que... mais on peut apprendre les autres langues parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Mais pour faire avancer les choses assez vite, il y a tout un tas de choses sur lesquelles il faut travailler, quoi. On travaille beaucoup sur la question de la pauvreté. Comme vous l'avez dit tantôt dans l'émission, beaucoup de jeunes quittent le monde rural, viennent s'installer à Dakar. Mais est-ce qu'il y a un mouvement retour si vous mettez en place des projets qui permettent aux jeunes de dire, écoutez, je suis en ville, je n'arrive pas à trouver mon chemin. Ouais. Est-ce que je dois retourner au village, te mettre dans l'agriculture, me mettre dans l'élevage et dans d'autres activités? Tout à fait. On vient de terminer un reportage là pour voir quels étaient les effets de nos programmes. Et on a vu dans plusieurs endroits, que ce soit dans le centre du pays, ici aux environs de Thiès et en Casamance, des jeunes qui ont eu écho et qui sont revenus au village. Parce qu'il y en avait d'autres qui étaient restés et qui commençaient à développer des activités avicoles, l'élevage de poulets ou le maraîchage, etc. Et les activités aussi de transformation, le transport à travers les tricycles ou d'autres moyens, etc. Donc, parce que vous savez, avec l'approche chaîne de valeur, il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité de travailler sur les intrants. Par exemple, quand nous avons fait ce grand projet dans la région nord, donc on a les entrepreneurs sociaux. Il y avait plus d'une centaine d'entrepreneurs sociaux que nous avons formés. C'est-à-dire c'est des gens qui vont aller chercher les produits de qualité pour leur communauté. Chercher les semences de qualité, chercher les engrais qu'il faut et chercher d'autres produits. D'autres sont spécialisés également dans la fabrication de pierres à lécher, d'autres sont spécialisés dans la vaccination de la volaille, etc. etc. Donc d'autres sont spécialisés dans la vente. Oui. Donc le producteur, il ne peut pas être partout, quoi. Il faut justement décloisonner, faire en sorte qu'il y ait une articulation entre au niveau de la chaîne de valeur. Et ça permet aux jeunes... Depuis l'amont jusqu'à... Ouais. Et ça permet aux jeunes d'avoir du travail? Voilà. Et certains se spécialisent dans la production, d'autres dans les intrants, d'autres dans la vente, d'autres dans le transport, etc. Mais ces voix de jeunes-là, aujourd'hui, est-ce qu'on les a entendus au cours de ce sommet qui a été organisé lors de suffisance alimentaire? Est-ce qu'on a entendu les jeunes parler eux-mêmes de leurs préoccupations? Parce qu'on voit l'élite venir parler, expliquer, mais est-ce que réellement la population cible, elle était là? Bon, on a eu un jeune qui a parlé, mais il me semble que c'est un jeune privilégié qui a voyagé un peu partout dans le monde et qui est revenu au Sénégal et qui a une certaine, en tout cas, expérience acquise à travers des interactions avec plusieurs personnes dans le monde. Je parle de vrais jeunes, de vrais cultivateurs. Des jeunes producteurs. Non. Non. Qui sont dans la rue tous les des jours, jeunes qui travaillent producteurs, tous les jours. Ni les femmes productrices, je n'ai pas entendu leur voix, sauf que les femmes ont exposé leurs produits. Mais un discours, une analyse et des propositions de solutions concrètes pour régler les problèmes. Parce que la question, ce n'est pas uniquement de revenir et de se mettre dans la production, mais c'est comment progressivement unlock, en tout cas enlever les barrières, les obstacles, etc., pour aller à grande échelle. Parce que nous ne pouvons plus
nous permettre d'être dans le micro, peut-être faire un jardin de quelques trucs. Les autorités ont parlé de mettre en place une agriculture moderne avec des machines, en même temps en respectant l'agriculture familiale. Oui. Il faut combiner les deux. Tout à fait, je suis d'accord. Parce que si on veut lutter contre la faim et la pauvreté, l'entrée principale doit être l'agriculture familiale. Les agro-pasteurs, les pasteurs et les autres qui s'engagent dans le... Et je pense qu'au niveau du Sénégal également, nous devons inclure dans la réflexion sur le développement de l'élevage les pratiques agro-pastorales. Parce que j'ai l'impression que... Les pratiques locales. Les pratiques locales. Oui. J'ai l'impression que, quand on parle élevage, on parle des pasteurs. C'est vrai que c'est la grande majorité, mais il y a les agro-pasteurs également qui sont là. Et d'autres aussi qui sont des entrepreneurs, qui sont en ville ou dans les villages, qui sont dans d'autres formes d'élevage d'autres espèces, qu'il faut inclure dans la pensée et la réflexion sur le développement du cheptel. Merci infiniment Abdoul Karim Gueye, directeur Sénégal de AIFR International. Nous parlons avec vous justement de la lutte contre la pauvreté, eu égard au sommet qui se tient à Dakar sur la souveraineté alimentaire et surtout comment aider concrètement sur le terrain les gens à sortir de la pauvreté et de façon concrète. L'une de vos solutions, c'est ce qu'on appelle le don, l'échange de dons qui permet par exemple à une famille qui reçoit des brebis, en ayant élevé les brebis, les échanger et les donner à d'autres familles qui permettent de maintenir la chaîne et de sortir les gens de la pauvreté. Merci infiniment d'avoir été avec moi sur ce plateau de ITV à Question Direct. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.